Bonjour à tous. Donc Claire Bailly, paysagiste, architecte, urbaniste, chercheur et enseignante en école d'architecture. Jean Mageran, paysagiste, architecte, urbaniste également, docteur en sciences de l'information et de la communication et directeur de thèse à l'université de Mons en Belgique, à la faculté d'architecture plus exactement. Alors aujourd'hui, nous élaborons nos projets ou poursuivons nos recherches donc, au sein de l'atelier international expérimental pour la cité bionumérique, qui est une association de la 1901, au sein du laboratoire expérimental à la cité des sciences et de l'industrie, où nous dirigeons les recherches académiques et expérimentales avec Patricia Pizzorno qui s'occupe de la médiation au sein du musée des sciences. Nous travaillons également au sein du laboratoire EFCO, environnement virtuel en conception architecturale et urbaine à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine, et où nous travaillons sur l'urbanisme, l'architecture, le paysage, l'art, l'agriculture, le tout en relation avec le numérique. Alors au sein de différents workshops, nous travaillons également des workshops internationaux, dont celui récemment du Congrès mondial de l'UIA qui a eu lieu en septembre dernier. L'UIA étant l'Union internationale des architectes. Donc pour illustrer notre approche de la diversité, aujourd'hui l'objet principal de notre présentation, ce sera 3 projets. Un projet à une échelle de bâtiment, la première maison à construire par un robot. Un deuxième projet qui a une échelle territoriale, celle d'une ferme, donc bionumérique, qui remonte à un concours international sur lequel nous avions répondu en 2007. Et puis on parlera, mais très brièvement, puisqu'on n'aura sans doute pas le temps de le développer, de la manière dont on applique aussi ces principes-là à des œuvres qui sont des œuvres d'art. Et c'est sous l'angle méthodique qu'on vous présentera ces 3 projets-là. Alors nos objectifs de recherche académiques et expérimentaux, c'est d'identifier, de mieux connaître et d'utiliser les méthodes des avant-gardes scientifiques, techniques, créatives dont on se nourrit, que ce soit dans l'histoire ou aujourd'hui. Alors ici, on voit une illustration en fait, de ce qui nous nourrit un petit peu, c'est à la fin du 19e et au début du 20e, c'est le rapport entre organisation technique, l'organisation scientifique du travail autour de la notion d'espace-temps-mouvement, c'est le travail scientifique d'Étienne Marais qui vient optimiser, enfin donner des outils pour optimiser les dispositifs techniques, et puis c'est l'art qui vient au bout. Alors c'est le processus de passage de l'un à l'autre, cette espèce de lien qui lie les 3 qui nous intéresse beaucoup, et c'est ce qu'on essaye de rechercher à notre époque, sachant qu'on n'est plus autour de l'organisation scientifique du travail, mais qu'on est maintenant avec des outils numériques, dont les big data entre autres, qui font office d'objets techniques, et pas seulement, bien sûr, de culture technique. Alors, un de nos objectifs, c'est de faire collaborer de multiples disciplines dans des projets d'architecture, d'urbanisme, de paysage, d'agriculture ou d'organisation sociale. C'est utiliser les méthodes numériques comme langage commun interdomaine, notamment autour de l'algorithme, on aime bien. C'est confronter les méthodes d'analyse et les démarches de projet à partir du numérique. La démarche de projet, on pourra expliquer éventuellement, mais c'est plutôt quelque chose qui est dans les domaines de la création, en particulier en architecture. Et enfin, des autres objectifs, c'est de procéder à des expérimentations dans des modèles de cadre-vie de meilleure qualité et qui soient en plus compatibles avec la planète. Voilà, on peut ajouter à ces objectifs celui de lutter contre la standardisation en construisant et en cultivant la diversité, puisque c'est l'objet de notre intervention d'aujourd'hui. Mettre au point et utiliser des méthodes et des démarches de conception qui soient communes à tous les domaines de la création. Donc on entend par là aussi bien l'art que le design, l'architecture, le paysage, l'urbanisme et des questions y compris territoriales qui concernent l'agriculture. Objectif aussi, utiliser les avant-gardes méthodiques. Donc on a déjà commencé à dire que pour nous, une des principales réside dans le numérique, pour inventer de nouvelles solidarités et de nouvelles mutualisations entre les hommes, avec l'idée derrière tout ça d'initier un mouvement de pensée qui serait du même ordre ou du même type en tout cas que celui du Bauhaus, puisque c'est un mouvement qui a été décliné dans différents domaines d'ordre conceptuel. Et donc notre propos, c'est finalement de mettre en place une nouvelle modernité qui soit fondée sur ce dont on parle depuis le début du colloque, qui soit fondée sur la compatibilité entre naturel et artificiel, entre activité humaine et planète. Donc la question de notre conférence aujourd'hui, c'est bien comment installer des organisations diversifiantes et diversifiées, adaptées à des milieux donnés, à partir du modèle offert par la notion de biodiversité, tout en prenant acte de la mutation culturelle majeure qui est en cours, qui est donc le numérique.
Alors, l'introduction de la diversité dans la conception, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Ça demande un certain nombre de procédures conceptuelles et intellectuelles. Et là, il faut rappeler que la démarche de projet est à la fois abstraite, théorique, méthodique et surtout doctrinale. C'est-à-dire sujet à subjectivité, bien qu'on se nourrisse, qu'on prétende se nourrir des dispositifs scientifiques les plus contemporains. On essaye tout de moins de les identifier. Alors, pour inscrire la diversité en son sein, de cette démarche, nous convoquons quelques mots-clés emblématiques issus du vivant et du numérique et qui permettront de manière un peu caricaturale, certes, mais d'expliquer un peu comment on situe notre dispositif créatif. Alors, le premier mot valise qui recouvre l'ensemble, probablement, c'est la notion de biomimétisme, qui inclut implicitement pour nous la diversité, et nous parlons de biomimétisme organisationnel, et pas simplement esthétique, comme on le voit assez souvent. Un autre mot-clé, ce sera la négantropie, que nous, on va là retenir comme étant dans le vivant l'emballement de la complexité qui produit de la diversité en même temps qu'elle en résulte. Le mot-clé d'auto-organisation, qui est pour nous la capacité des systèmes vivants à se réorganiser face aux perturbations des organisatrices du milieu. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on va être dans une logique de processus. Notion d'algorithmie aussi, qu'on va comprendre comme une équation qui permet de connaître et en même temps par ailleurs de maîtriser l'évolution d'un système dans une logique qui est une logique généralement d'abord bottom-up. Un autre mot qu'on essaie d'inclure dans nos préoccupations, c'est l'hybridation. Alors pour nous, c'est l'opération qui permet d'obtenir de la diversité organisationnelle par mélange d'organisations simples. C'est une propriété qui nous intéresse beaucoup. Un autre mot aussi, plus historique, c'est la cybernétique, qui est d'ordre à la fois scientifique et doctrinal, puisque ça avait été fait par des mathématiciens et des physiciens à l'origine. Elle aborde le vivant et l'inerte selon des modèles similaires. Et ça nous intéresse beaucoup, ça nous interroge beaucoup. Ensuite, il y a les méthodes écosystémiques. Alors, elles constituent un outil pour nous intellectuels, conceptuels et expérimental. Elles extraient leur modèle organisationnel de la nature et permettent de les intégrer, donc, encore une fois de plus, dans les démarches de projet. La notion de diversité fonctionnelle aussi, par opposition à la notion de monofonctionnalité, qui est pour nous une des grandes caractéristiques de la modernité en architecture, en paysage et en urbanisme. Et puis la notion de diversité numérique aussi, alors notamment à travers les data mining qui, en sondant les données simples, permettent de produire ou de révéler de la complexité et de la diversité. Il sera question aussi de modélisation et puis sans oublier la dimension humaine, anthropologique, qui bien sûr est extrêmement importante puisque l'idée c'est de mettre toutes ces questions au service de la cohabitation humaine-non humain. Alors nous, notre synthèse pour tout ça, c'est le terme de bionumérique, donc qui une hybridation entre le vivant, les vivants et le numérique. Le bio, c'est bien sûr tout ce qui est côté agriculture bio, mais biodiversité, biomimétisme, c'est finalement l'aspect anthropologique, c'est l'homme en tant qu'élément biologique, qu'être biologique. Et puis le numérique, c'est l'algorithme, c'est le big data, le data mining, le temps réel, la robotique, et au final, c'est l'homme dans sa dimension artificielle et culturelle. Alors ensuite, donc, on va aborder les projets. Donc le premier projet dont on parlera, pour ce qui concerne les méthodes et beaucoup moins pour ce qui concerne la description architecturale. Donc c'est une architecture de type numérique. C'est ce que vous présente là, c'est la première maison à construire par un robot qui a été faite en 85 par Elisabeth Mortamé et par moi-même, où dans ce modèle-là, la notion de diversité est introduite au sein du bâtiment grâce au numérique. Alors la maison, il y a 4 temps dans la construction d'une maison, d'une architecture. Il y a la conception, où on invente le projet. Il y a la construction, il y a la gestion et puis la démolition-recyclage. Alors pour ce qui concerne la démarche de conception ou démarche de projet, on essaie d'entrer la notion d'écosystémie comme on l'a abordé tout à l'heure. La maison s'inscrit dans une démarche doctrinale, donc ça aussi c'est typique de la démarche de création. La maison est considérée comme une convergence matérielle d'éléments naturels.
Elle s'élabore à la manière d'un écosystème d'éléments architecturaux. La cybernétique est convoquée dans ces approches vivant inertes pour essayer de gérer ça de manière différente par rapport à des projets traditionnels. Des effets de rétroaction sont introduits dans les processus de création. La démarche de projet est élaborée à partir de modes génératifs et pour ça on va introduire la notion de paramétrage et d'algorithmie qu'ont développé l'informatique et qui vont nous permettre d'atteindre d'autres dispositifs qu'on ne peut pas obtenir par ailleurs. On va aussi utiliser des automates cellulaires qui vont permettre des optimisations pour certaines solutions, donc qui vont permettre d'aller plus vite et plus loin dans certaines recherches. On va utiliser la conception, une conception qui est orientée par des priorités anthropologiques aussi, Claire en a parlé un petit peu, avec la relation d'humain à non-humain qu'on peut retrouver dans les discours anthropologiques et qui nous intéresse beaucoup pour réintroduire dans notre démarche de projet et dans nos projets, puisque, in fine, l'homme habitera dans ces architectures. Et puis, on peut dire aussi que l'architecture est approchée comme un écosystème adaptatif complexe au service d'un homme complexe. C'est-à-dire c'est ce dispositif qui s'adapte à l'homme et non le contraire dans l'approche de l'architecture moderne, traditionnelle, telle qu'on l'a connue dans le mouvement moderne par exemple. Ensuite, on va parler de construction. La construction, là, elle se fait par des robots. Alors, ce qui peut paraître effroyable pour certains, mais on est prêt à s'en expliquer. La construction s'effectue par des micro-robots. Alors, ça date de 85. Hein. Il y a des choses qui seraient certainement plus faites maintenant de la même manière. Hein. Et le robot était déplacé par un bras articulé. Les mises en œuvre sont très diversifiées. L'informatique, dans ce cas-là, permet l'hybridation des techniques, la diversification des mises en œuvre, la variation des process, l'adaptation en temps réel des plannings. Les robots agissent en coexistence fonctionnelle, une notion de groupe de travail, selon des modalités écosystémiques. Ils sont auto-synchronisés, auto-organisation constructive, qui est juste derrière. Une algorithmie constructive prospère tout au long du chantier. Ensuite, quand l'homme vient dedans et la notion de gestion, là on a choisi la domotique et l'hyperdomotique, où là aussi on va travailler avec des notions d'écosystémie. On a donc une hyperdomotique, une hyperrobotique, et l'approche cybernétique introduite dans les démarches va nous permettre la gestion des besoins humains, la notion de confort, la gestion des machines en temps réel, la gestion interfacée entre les besoins humains et l'organisation du milieu, les systèmes rétroactifs, l'évolutivité du bâtiment, et c'est un écosystème des ambiances qui est actif au sein de l'habitation. Ce qui n'exclut pas la notion de poésie, bien au contraire, ce qui fait naître des notions de poésie totalement différentes par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Et c'est en ça qu'on pense qu'il y a une diversité à apporter dans la manière d'habiter. L'homme est entouré par une hyperdiversité d'ambiance, donc régulation froid, chaud, air, lumière artificielle, lumière naturelle, humidité, qui est réglé en temps réel, suivant les désirs de l'homme ou en automatisme. Les ambiances sont en équilibre dynamique et donc en permanence évolution. Elles sont d'ordre négantropique, on l'a abordé tout à l'heure, bonification des ambiances par mémorisation, big data et data mining. La maison jouit d'une hyperdiversité fonctionnelle. Maison plus homme constitue une auto-organisation dans l'auto-organisation plus vaste, c'est-à-dire l'homme dans la maison et la maison dans son milieu territorial, qu'il soit géographique ou écologique. Donc là aussi, c'est des dispositifs qui sont complexes et en permanente interaction. La maison possède une âme numérique qui évolue avec ses habitants. L'aléatoire poétique, donc, comme je le disais tout à l'heure, est introduit au sein de ces domicités. Enfin, la déconstruction recyclage, une algorithmie destructive est instaurée. On inverse les process et le bâtiment est entièrement recyclé. Donc le deuxième projet, c'est un projet d'agriculture. Donc c'est la ferme bionumérique. Donc l'idée c'est de se séparer ou du moins de réfléchir à quelque chose qui soit une alternative à l'agriculture moderne et nocive qu'on connaît, le modèle qu'on connaît aujourd'hui chez nous actuellement, qui a une finalité productiviste, économique, monofonctionnelle, qui pour nous en tant que concepteurs de territoire est une organisation dont tous les composants sont traités isolément, sont décorrélés les uns des autres, le végétal et le milieu, on décide de quel végétal on veut cultiver et puis ensuite on adapte le milieu aussi bien en termes d'eau que de nutriments, que de structure de sol ou que de nécessité en termes de température à ce végétal-là, mais aussi on a des décorrélations qui ont des conséquences en termes de territoire sur
en termes de décorrélation entre la production et la consommation, et puis aussi des décorrélations finalement entre le travail qui est fourni et la reconnaissance sociale, et on pourrait continuer à énumérer comme ça longtemps. Donc l'idée de la ferme bio-numérique, c'est de chercher comment on peut appliquer une agriculture qui soit écologique, qui soit permacole, et donc appliquer à une grande échelle. Donc cette ferme bionumérique, on a commencé à la développer dans le cadre du concours de l'OIN de Saclay qui a eu lieu en 2007. Et dans ce projet-là, l'agriculture occupait tout le centre du projet qu'on voit à l'écran. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de 2500 hectares, avec certaines zones un petit peu particulières en frange, en bord de l'urbanisation nouvelle, qui apparaît en jaune, vert et rouge sur l'écran. Et donc cette ferme bionumérique, certains de ces aspects ont été ensuite repris et redéveloppés ultérieurement dans le laboratoire expérimental à la Cité des Sciences. Donc là, il faut s'imaginer une multitude d'agricultures combinées, de la permaculture bien sûr, de l'hydroponie, de l'agroforesterie, des cultures sous serre, de l'aéroponie, de la pisciculture, des plantes aquatiques, du maraîchage bien sûr, de l'agriculture fruitière, des arbres, des plantes aromatiques, des éléments évidemment de purement biodiversité, des élevages de tout type, notamment d'insectes ou de volailles et de la lombriculture. Donc quelque chose qui est très, bien évidemment, diversifié et hybride. Donc la question de l'écosystémie, on la trouve à travers l'idée que cette ferme, c'est un objet qui est en permanente évolution. C'est d'abord un processus, c'est un projet qui est pensé d'abord comme un processus, et c'est bien sûr un processus d'interaction avec un milieu, de tout type d'interaction, et entre autres par le biais de la gestion de l'énergie sur laquelle on pourra revenir si nécessaire. La négantropie, on va la trouver à travers une adaptation qui va être de plus en plus fine au cours du temps des cultures au milieu et aux cultures entre elles. Alors adaptation qui pour nous peut être assistée, aidée, facilitée par le numérique, par des captages, par la mémorisation, par à nouveau le big data, qui permettent d'aller vers quelque chose de toujours plus adapté, toujours plus fin et géré dans des laps de temporalité de plus en plus, toujours plus proches de la nécessité et de la réalité. Et puis on aura l'idée c'est aussi d'avoir une adaptation de plus en plus fine entre les différents usages qui cohabitent sur cette ferme, parce que cette ferme pour nous c'est pas uniquement une ferme de production, c'est aussi une ferme où on a des activités qui sont de l'ordre du loisir, de l'ordre de la formation, de l'ordre de la promenade, de l'ordre tout ce qui est lien social, voilà, qui n'est pas uniquement une unité de production, et donc il faut faire cohabiter et hybrider de manière fine ces différents usages. L'auto-organisation, bien sûr, on va la retrouver aussi, dans l'idée que la ferme possède une résilience qui est assistée par le numérique, résilience aussi bien en termes de gestion des cultures, avec une permaculture qui va être plutôt pour nous en partie robotisée, résilience aussi dans la gestion des flux, aussi bien de matière que d'énergie. L'algorithmie, bien sûr, joue un rôle très important, puisque c'est avec des algorithmes qu'on va pouvoir suivre et gérer en temps réel, à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme, l'évolution des cultures, arriver à prévoir aussi bien, avec de l'analyse prédictive des données, prévoir autant que possible la production, mais prévoir aussi les besoins de récolte. Et puis les algorithmes, bien sûr, vont avoir un rôle majeur, puisque ce sont eux, dans l'organisation spatiale, puisque c'est en termes de conception paramétrique qu'on va penser cette organisation spatiale sur l'ensemble de la ferme. On a parlé de cybernétique. La cybernétique, on va la retrouver sous forme d'une sorte de symbionte technique qui va venir dialoguer avec une sorte de Gaïa permacole sur l'ensemble de la ferme. L'hybridation aussi, dont on a parlé, ça va être une hybridation des fonctions dont j'ai un petit peu déjà parlé, donc les fonctions de production, de loisirs, de formation, les fonctions liées à la biodiversité.
Et on aura certaines parties de la ferme qui vont être à la fois des lieux de biodiversité, mais aussi des lieux de production et de promenade, d'autres lieux qui seront des lieux de formation, de loisirs, tout en restant productifs. Voilà. Et puis on a aussi des hybridations qui sont d'ordre économique ou politique, puisque cette ferme est pensée pour être non pas seulement privée, mais être un mixte entre du public, de l'associatif et du privé. On va trouver aussi la notion de diversité fonctionnelle avec des groupes de composants de la ferme qui sont nombreux. On a du bâti, on a des cultures, bien sûr des personnes, des moyens de déplacement, des flux de matière, des flux d'énergie. Et l'ensemble de ces composants-là sont eux-mêmes très variés. On a de la variété au sein de chacun de ces groupes. Et donc cette grande diversité, elle est régulée par le numérique, par une sorte de méga plan local d'urbanisme ou en tout cas outil de gestion interactif, notamment par des automates cellulaires qui assurent par exemple un équilibre entre les types de bâtis, par exemple entre le stockage et l'habitation, et un équilibre entre le bâti et les cultures, par exemple si on est sur de l'agriculture urbaine, sur une sorte d'équilibre, ou du moins de ratio entre les volumes dédiés à de la production et les volumes dédiés à du logement. Tout ça étant accompagné par des logiques robotiques. Et puis en termes d'anthropologie, là ce serait long à redévelopper aussi, mais on est dans l'idée de partenariat entre l'humain et le milieu. Ensuite, alors, je ne sais pas combien il nous reste de temps. On est à 20, il reste 3 minutes. Ouais. Bon, donc à tout ça, il faut agiter à une dimension bionumérique mais appliqué à l'art. C'est un dispositif conceptuel qui est extrait des modèles de ferme et des modèles d'architecture tels que vous avez vus. Et on se pose la question de savoir comment, avec des nouvelles manières d'aborder le projet et la projetation par le numérique, on peut aussi approcher l'art de manière différente. C'est-à-dire l'art étant un mode d'assemblage au même titre qu'une ferme est un mode d'assemblage ou qu'une maison est un mode d'assemblage également. Donc tout ce qu'on peut mettre au point comme processus organisationnel nouveau lié au big data, lié au numérique, lié à l'hypertextualité ou tout ce qu'on voudra, c'est des choses qu'on peut utiliser pour faire de l'art. Et on a testé donc déjà ça un petit peu en marge du laboratoire expérimental à la Cité des Sciences. Et on a produit avec des artistes un certain nombre d'œuvres d'art sur la base d'un cahier des charges complexe, inspiré aussi d'Edgar Morin ou d'autres personnes comme ça, et où on essayait de voir ce que ça pouvait donner en art. Et on a des œuvres évolutives qui sont pensées avec un dispositif écosystémique et donc qui sont des premiers éléments de réflexion à la matière qu'on va essayer de développer. Et enfin tous ceux qui sont intéressés pour venir réfléchir avec nous, bien sûr, sur ces voies de recherche sont les bienvenus, et y compris bien sûr à la Cité des Sciences. Alors peut-être pour conclure, on dira que les approches numériques qui sont d'ordre doctrinal nous permettent de tenir compte des diversités existantes. Le numérique pour nous dans ces dispositifs est un extraordinaire outil de diversification par l'aléatoire d'abord, qu'on peut introduire, par l'hypertextualité, la fractalité, le temps réel, l'algorithmie, les modes génératifs ou les itérations qui sont des notions assez récentes et qui n'ont que peu été pris en compte dans l'architecture moderne ou dans l'art moderne. Des méthodes aussi de recherche nouvelles sont élaborées à partir du data mining. Ça nous interroge beaucoup et on se demande comment on peut tirer de la poésie de ça. Ensuite, les démarches de projet d'un type nouveau peuvent être expérimentées sur cette voie-là par des nouveaux modes génératifs, parce que les nouveaux modes génératifs, on en voit arriver par émergence en pagaille. On peut aussi s'attabler à des macro-projets complexes qui deviennent possibles, et ça c'est une des grandes ambitions de l'humanité, c'est de réussir à maîtriser les dispositifs complexes comme les villes, qui sont des systèmes énormes et qui sont très très perturbants pour les milieux, qui sont très très difficiles à maîtriser, qu'on ne sait absolument pas maîtriser jusqu'à présent, qui sont divisés par petits morceaux et sur lesquels on est obligé de trouver des outils méthodiques d'un type nouveau où les big data vont être très importantes à utiliser et où on a quelque chance d'aboutir à des modèles beaucoup moins perturbants pour les milieux. Alors ça, c'est une hypothèse de travail qu'on développe. Les mêmes démarches créatives qu'on a essayé de tester peuvent être expérimentées, donc, je viens de le dire, en art, en architecture, en urbanisme, en paysage ou en agriculture, ou probablement dans d'autres domaines de la création.
Et ce qui est important aussi pour nous, in fine, c'est que la dimension humaine échappe par ces nouvelles approches à la notion de standardisation et peut être introduite de manière complexe dans la projetation. D'où l'idée d'introduire à l'intérieur ces choses-là, non pas un homme standard comme l'a fait le modernisme précédent, mais comme un homme complexe où chaque homme, chaque individu est pris en compte dans cet ensemble et où on pourrait être en capacité à terme d'avoir un ensemble qui s'adapte en temps réel à chaque humain, au lieu que ce soit le contraire. Voilà, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'on avait à dire dans le... J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Merci.